Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Débat de la semaine sur la télé républicaine avec tous les invités que vous connaissez mieux que quiconque. D'abord, Monsieur Jean-Pierre Kambila, il est cadre de la majorité présidentielle. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci. En face de Monsieur Jean-Pierre Kambila, professeur Milala. Professeur, bonjour. Philosophe et membre de la Société savante. Et à côté du professeur Milala, nous avons le professeur Mathieu Kalele. Professeur, bonjour. Bonjour Oscar. Je suis content de vous voir en forme aujourd'hui. Les téléspectateurs réclamaient votre présence. Heureusement que vous êtes avec nous. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons bien sûr parler au cours de ce magazine Débat de la semaine. Nous allons parler de la Commission électorale nationale indépendante avec ce code de bonne conduite qui a été signé le week-end dernier avec les partis politiques et aussi le protocole d'accord instituant le comité de liaison entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques reconnus au ministère de l'Intérieur. Je vais commencer avec vous, Jean-Pierre Kambila, par rapport à ce code de bonne conduite. Quand vous essayez d'analyser ce code en question, quelle est la première impression que vous avez? Bon, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'il était important que tous les protagonistes se mettent d'accord sur les bases, sur les principes, sur le respect de ces principes-là. Parce que si vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de choses, il est impossible de faire route ensemble. Or, les élections, même si on y va pour s'y opposer, il faut bien qu'on soit d'accord sur les règles du jeu. Voilà pourquoi je pense que ce règlement, puisque c'est un État, ce code, était et il est toujours indispensable. Le regret, c'est qu'il y a des grands partis politiques de notre pays qui ont estimé qu'ils ne vont pas le signer. Mais là où je ne comprends pas, comment est-ce que les gens qui ont envoyé des délégués à la CENI, ces délégués ont participé à la confection de ce code, comment est-ce qu'ils refusent aujourd'hui? Ça veut dire qu'ils refusent de le signer. Ça veut dire qu'ils désavouent. Oui, on va revenir sur cette question-là. Pourquoi les autres n'ont pas signé? On va y revenir. Oh oui, c'est une question importante. Et professeur Milala, est-ce une manière de préparer psychologiquement les acteurs politiques vis-à-vis des échéances électorales qu'on va aborder dans les prochains jours? Bon, merci pour la question. C'est une question éminemment philosophique. C'est une question de morale. La morale, l'éthique, c'est une branche fondamentale de la philosophie. Nous avons la métaphysique, l'épistémologie et la morale. D'abord, c'est la question de l'efficacité. Parce qu'il y a eu des codes de bonne conduite pour la fonction publique. J'ai déjà lu ça. Et même les mandats antérieurs, il y a eu le code de bonne conduite pour les élections, il y en a eu. Mais quelle a été l'efficacité? Je crois que les gens peuvent évaluer. On est tout simplement dans une situation où la question de la morale n'est pas prise au sérieux, tout simplement. Je vais vous donner un exemple simple. C'est la morale, c'est ma thèse à moi, elle est générée par la conscience personnelle. Il y a des gens qui ont une conscience émoussée, ils ne feront jamais le bien. Conscience, c'est-à-dire, ils ne voient pas à partir de sa conscience la démarcation entre le bien et le mal. Les gens existent. Et il y a des traditions éthiques d'un pays à l'autre. Quand vous allez en Amérique, c'est une tradition éthique puriste. Quand vous allez en France, on peut tolérer que le chef de l'État ait une compagne. Mais en Amérique, on ne tolérerait pas. Mais nous sommes dans quelle tradition? C'est des choses fondamentales à comprendre d'abord, avant de faire des méli-mélo. Vous imposez, supposons qu'on impose un code de bonne conduite en France. Mais
Et ils ont par exemple le mariage pour tous. Ils ont ceci. Mais cette tradition n'est pas nécessairement partout. Bref, j'aimerais tout simplement dire que ce n'est pas ce type de morale-là qui convient. Non, ce n'est pas celle-là. Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de ce qu'on appelle la pédagogie morale. Il faut que le groupe lui-même génère un code. Lui-même génère. Mais les gens refusent parce qu'ils sont partie prenante, mais ils ne sont pas co-auteurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas généré ça dans un cadre consensuel. Non, c'est un texte qu'on leur donne. Non, il faut qu'eux-mêmes ressentent le besoin et eux-mêmes génèrent, en discussion avec les autres. C'est comme ça. Donc, on minimise la morale tout simplement parce que, pour me résumer, il y a des gens qui ne feront jamais le bien parce qu'ils ont la conscience totalement émoussée. Vous lui donnez un code pour quoi faire. Regardez la fonction publique, il y a un code. Vous y voyez ce qui s'est fait là? Mais justement, c'est le même problème. Ce n'est pas efficace. Qu'on s'en tienne à la loi électorale. La loi électorale peut contraindre les gens à faire certaines choses parce que c'est une loi, elle a été votée, elle est par essence coercitive. Ce sont des distractions. Distractions. Il faut qu'on étudie très bien cette affaire. Alors, professeur Kalele, vous qui êtes aussi chef de parti, vous avez signé ce code de bonne conduite? Non. Pourquoi, professeur? Ni mon parti, ni les plateformes auxquelles j'adhère n'ont signé ce code. Je crois que c'est un problème de logique. Il faut rester logique avec soi-même. C'était hier ou avant-hier, en tout cas la semaine passée, mais le processus date d'il y a très longtemps. Lorsque M. Malou Malou est reconduit à la CENI, on sait tout ce qu'il y a eu comme problème au sein de la société civile, avec sa propre église. On sait également qu'il y a eu des protestations contre le texte le proposant, le nommant. Il avait même été demandé que le président de la République renvoie ce texte pour une seconde lecture parce qu'il n'assurait pas l'indépendance de la CENI. On n'en a pas tenu compte. On a fait pratiquement un passage en force. Malou Malou contesté dès le début. Et là, nous avons reproché aux hommes politiques et à la société civile l'incohérence. Vous avez récusé Malou Malou, vous avez récusé le texte. Maintenant, il vous invite, vous oubliez vos objections, vous répondez à ces invitations. Ce n'est pas correct, tout en sachant que la neutralité, l'impartialité n'est pas garantie. Hier, c'était exactement la même chose. On reste dans cette logique-là. La loi est contestée, la personne à cause de son passé est contestée, le schéma dans lequel il nous embarque, quoi, les facs pendant des mois ici ont battu campagne, ne touche pas à mon 220. Or, le schéma Malou Malou, avec les élections qui commencent par la base, on fait le calcul très simple. Nous touchons au 220, c'est-à-dire que on prolonge le mandat de Joseph Kabila au-delà de décembre 2016. On ne peut pas se contredire comme si on était des petits-enfants. Voilà. Mais professeur, nous sommes en 2014. Selon la feuille de route qui a été proposée par Abbé Président, tout devait aller jusqu'en 2016. Et ça commence déjà en 2014. Mais comment le calcul que vous avez fait, vous l'avez fait en fonction de la feuille de route présentée ou bien vous l'avez fait en fonction peut-être de votre feuille de route à vous-même? Sa propre feuille de route. Nous sommes en politique. La politique, c'est le monde de calcul et d'intérêt. Malou Malou ne vient pas comme quelqu'un qui tombe du ciel.
il a une mission, comme il en a eu en 2004 pour les élections 2006. L'équation qu'il doit résoudre, et qu'il doit résoudre avec... il n'est pas seul, avec des Congolais et avec des étrangers qui sont dans le même giron. C'est l'équation. Quel est l'avenir de Joseph Kabila après 2016? Il doit trouver une solution et c'est ça la mission qu'il a. Et il doit aller au-delà. Tout le reste là, ce sont des astuces, ce sont des manigances pour arriver à dépasser la date. Du reste, ce n'est pas seulement un cas au Congo. Vous avez le même problème, il est en train de se poser au Burkina Faso. Oui. Le même problème, il se pose ailleurs dans d'autres pays. On sait comment les gens margoulinent et on sait fort malheureusement pour Malou Malou, on le connaît d'autant plus qu'il a été président de la CI en 2006 et il sait ce qu'il a fait et il sait qu'on a été obligé de le débarquer pour n'avoir pas joué le rôle d'un arbitre impartial. Et qu'est-ce qui aura changé si on mettait de côté M. l'abbé Malou Malou? Il faut revoir la loi. Le problème, ce n'est pas d'abord le problème de l'individu Kalele Kambila Milala. On veut que le président de la CENI joue le rôle d'un arbitre impartial. Cette loi-là fait du président de la CENI juge et partie. Il est assez curieux, en 2006 comme en 2011, la coïncidence, les accointances entre le président de la CEI ou le président de la CENI et la majorité présidentielle est assez troublante. C'est comme s'ils travaillaient ensemble pour venir imposer aux autres un point de vue arrêté d'avance, ce que nous avons vécu avec les concertations. Alors, Monsieur Jean-Pierre Kambila, vous avez suivi cet argumentaire du professeur Kalele par rapport à l'abstention de signer les codes de bonne conduite. Donc, tout est joué de sorte qu'on prolonge le mandat de Joseph Kabila. Non, mais, mon cher Bakandoa, vous avez posé une question très claire au prof Kalele. Vous lui avez demandé, d'après quel calendrier il partait pour dire que le mandat sera prolongé. Il n'a pas répondu à cette question parce qu'il n'y a pas de réponse. Il a fait le calcul. Il a fait le calcul par rapport à ce que le prêtre a présenté comme feuille de route pour arriver en 2016. Mais la feuille de route il y avait deux hypothèses là. La feuille de route qui arrive en 2016, elle prévoit bien l'élection présidentielle en 2016. Elle le prévoit en 2016. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Non. Tout ce discours a but. Préparer la contestation de 2017. Parce qu'ils savent d'ores et déjà qu'ils seront incapables de se mettre d'accord, de désigner un candidat valable, capable de faire face au candidat qui viendra de notre côté. De quel côté? Du côté de la majorité présidentielle, parce qu'il y en aura un et un seul. Et comme ils sont incapables de mettre un candidat en face, il faut bien qu'ils préparent la défaite. Il faut bien qu'ils préparent la contestation. Parce que, regardez, il n'y a aucun effort qui est fait de leur part, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas possible de faire autrement. Ils ne font aucun effort, sauf que de tout contester. Voilà pourquoi je crois que c'est inutile que je m'arrête. Mais les codes de bonne conduite, on dit que ce code sert de base pratique à des élections apaisées et contribue à établir un climat de confiance et de collaboration entre l'administration électorale et les partis politiques. Et ce code appelle à bannir la violence, l'intimidation comme mode d'action politique et de règlement des conflits électoraux. Mais oui.
Pourquoi ils ne viennent pas? Non, non. Mais alors, pourtant, parce que vous dites tout ceci est très positif. Vous dites qu'ils sont en train de préparer la contestation. Oui. Mais le code est là, le code est opposable à tous. Non, mais ils ne veulent pas le signer. Ça veut dire qu'ils n'adhèrent pas à ces valeurs-là. S'ils adhèrent à ces valeurs-là, ça veut dire qu'ils ont un peu d'espoir qu'ils vont gagner. Alors, comme ils savent qu'ils vont de toute façon perdre, parce qu'ils sont incapables de se mettre d'accord, incapables de se mettre d'accord sur une personne, sur un programme, et j'en passe. Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent signer? Ils ne viendront pas signer. Parce qu'ils savent déjà ils se disent, mais ça ne sert à rien, nous allons perdre. Pourquoi nous voulons, nous, légitimer cette victoire déjà? Parce qu'il n'y a pas de doute, nous viendrons en ordre. Mais ils disent qu'ils ils savent déjà le calcul. Mais lequel? Le retour de M. l'abbé Malou Malou. Il était à la CEI, il est venu à la CENI. Alors, tout a été bien planifié? Non, le principe de la suspicion absolue n'a pas de place. Oui? Parce que à chaque, si c'est un tel, c'est-à-dire que rien, ça veut rien dire. Ce sont les faits. Vous avez posé une question précise ici. Qu'est-ce qui, dans le calendrier, montre qu'il y a un coup fourré? Je n'ai pas entendu de réponse, vous non plus, les téléspectateurs non plus. Moi, ma réponse est claire. Le calendrier de M. Malou Malou fixe bien les élections présidentielles en 2016. Donc en 2017, nous aurons un autre président de la République. Où est le problème? Le problème, c'est que tout simplement, que les gens qui savent d'avance qu'ils ne seront pas prêts à cette date-là, ils ont tout intérêt à organiser un flou dès maintenant pour que ça se passe mal. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là viennent signer un code de bonne conduite qui leur dit qu'il faut tout mettre en ordre, qu'il faut éviter ceci, il faut éviter ceci? Ça pose la question de l'éthique qu'a si bien présenté le professeur Milala tout à l'heure. Oui? Parce qu'une éthique, elle n'existe pas dans l'absolu. Une éthique, elle se construit. Parce que l'éthique naît d'une culture. D'ailleurs, j'ai bien aimé ces deux exemples-là pour montrer la différence. Notre éthique à nous, par rapport à la problématique des élections, c'est à nous à la construire. C'est à nous à la construire. Et on la construira comment? Sur la base de ce genre de document. Si vous n'êtes pas d'accord avec un point précis du document, mais dites-le. Or, ça viendra peut-être demain. Mais jusqu'à maintenant, personne ne dit « Ah, il y a tel article du code d'éthique sur lequel je ne suis pas d'accord. » Pardon, du code de bonne conduite, sur lequel je ne suis pas d'accord. Alors, mais comment allons-nous construire cette morale dont parle le professeur Milala? Comment allons-nous construire cette éthique si nous ne discutons pas sur ces fameuses valeurs de manière à dire oui, mais vous n'avez pas respecté cette valeur demain? On discute que sur des choses globales. On rejette tout en même temps. Mais quand on vous dit, bon d'accord, mais non, écoutez, dites-nous un peu, dans ce code-là, qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, mais c'est parce qu'il y a Malou Malou. Mais écoutez, éthique. Non, le prof Kalel a dit, il ne parle pas d'individu. On parle d'une personne morale. Oui, non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Non, je ne dis pas que Malou Malou devient la CENI, ou la CENI c'est Malou Malou. Je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que l'attitude de l'opposition, et notamment de celle à laquelle appartient le professeur Kalel, c'est de dire non au code d'éthique. C'est par rapport, parce que l'opposition a déjà lu tout ce que vous avez fait et sait voir à quoi vous devez aboutir. Mais quoi? Mais il faut nous dire, voilà, ça, dans ce code-là, voilà l'endroit où vous voulez nous avoir. Or, jusqu'à maintenant, on dit comme ça d'une manière floue que c'est sur le calendrier. Mais le calendrier dit bien qu'il y aura l'élection présidentielle en 2016. Alors, où est le piège? Mais qu'on nous le dise, ou qu'on l'écrive, peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être en limite, on va vous dire qu'il n'y a pas de moyens comme ça. Quand on vous dira qu'il n'y aura pas de moyens, qu'est-ce qu'on fera alors? Mais pourquoi on doit dire qu'il n'y a pas de moyens? Parce que dans les mêmes situations, nous avons fait des élections en 2011. Oui. Pourquoi aujourd'hui partir de l'idée qu'en 2015 ou en janvier ou avril 2016, on va dire qu'il n'y a pas d'argent? Pourquoi? Alors vous, personnellement, vous êtes sûr que, en commençant par les élections à la base jusqu'à atteindre la présidentielle, ça sera possible que ça se fasse dans ce temps, ici, dans ces 2 ans? Mais bien évidemment. Mais puisqu'on l'a fait, voyez-vous, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. On l'a déjà fait. Bon, ça ne s'est pas passé à la perfection. Mais tout le monde sait que même si ça ne s'est pas passé à la perfection,
tous ceux qui ont observé honnêtement, sans arrière-pensée, on dit voilà, il y a eu des problèmes, mais c'est pas ça. On peut accepter les résultats. Bon. Maintenant, l'objectif, c'est d'améliorer, c'est de faire un peu mieux. Puisqu'on veut faire un peu mieux, on vous dit, venez, ayons déjà un code. Même si on a la loi, elle nous contraint, elle nous oblige. Mais rentrons dans quelque chose où nous sommes d'accord les uns et les autres, où nous allons nous surveiller gentiment, poliment, avec courtoisie. C'est ce qu'on appelle un code de bonne conduite. Sur la base d'une éthique que nous allons construire ensemble. Elle est là. Vous dites non, nous ne voulons pas signer. Pourquoi? Dites-le, critiquez le papier en question. Non, ce n'est pas le papier, c'est les calendriers. Mais le calendrier, qu'est-ce qu'il y a le calendrier? Puisqu'il dit qu'en 2016, il y aura les élections. Non, la réponse, il ne faut pas aller la chercher loin. Elle est dans la crainte de la défaite. Et la crainte de la défaite, il ne faut pas chercher une explication compliquée. Il n'y a pas besoin de sortir de Sorbonne pour expliquer tout ça. La crainte, c'est l'incapacité de l'opposition congolaise à construire une alternative. Il n'y a pas. Voilà pourquoi je suis tout à fait serein en disant que 2016, nous, majorité présidentielle, nous gagnerons ces élections. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont concentrés sur le président de la République. Ah, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Mais c'est ça un programme politique. Le programme politique, c'est de dire il faut que Bakandoa n'existe plus. Ça, ce n'est pas un programme politique. Le programme politique dit que nous sommes capables de faire ça et ça et ça et ça et ça. Voilà pourquoi nous sommes meilleurs. Or, il n'y a pas. Et ça, malheureusement, pour eux, il n'y aura pas. Il n'y aura pas, parce que les fondamentaux pour une telle démarche ne sont pas là. C'est entendu. Alors, professeur Kalele, vous ne voulez pas signer le code, vous avez ni votre parti, ni votre regroupement politique. Personne n'a signé ces codes de bonne conduite. Et maintenant, avec la signature de ce code de bonne conduite, c'est déjà un go pour 2016. Qu'allez-vous faire si on arrive en 2016 et que vous avez toujours le même code de bonne conduite que vous n'avez pas, c'est bien sûr, signé? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous abstenir pour vous présenter aux élections? D'abord, Mila l'a bien parlé, mais nous ne faisons pas la métaphysique. Nous ne sommes pas en train de planer dans l'air. Nous vivons dans une société congolaise qui a déjà eu à organiser les élections par 2 fois. Nous vivons dans une société congolaise qui a déjà eu à présenter le code de bonne conduite. Ce n'est pas la première fois qu'on en présente. C'est la 3e fois au moins qu'on nous a présenté. On a vu comment les choses se sont déroulées avec l'existence de ce code. Ceux qui l'ont proposé ne l'ont jamais respecté. Ni Malou Malou, ni Ngoï Mulunda. Ça a été un chiffon. Nous sommes tous des Congolais, nous sommes intéressés à ce que les choses marchent. 2006, la majorité présidentielle n'a pas gagné les élections. Il y a eu tricherie. Signé Malou Malou. Résultat proclamé dans un auto blindé. Et pour sanctionner cela, il a été conduit. Ça, c'est des faits. 2011, il y a eu Ngoï Mulunda avec code de bonne conduite et tout le reste. La tricherie a été démultipliée, je crois, par 1 million. Ils n'ont jamais gagné les élections. Ni au niveau présidentiel, ni au niveau des députés. Kabila le sait très bien, que beaucoup de gens qui siègent là-bas, il y en a qui se sont nommés, il y en a qui se sont votés, et il y en a, etc., que dans ce pays, malgré le code, il y a eu des bics à encre volatiles. Tout le monde le sait, cette histoire. Qu'il y a eu des bulletins où on avait déjà voté à partir de l'Afrique du Sud. Tout le monde le sait. Je crois que c'est un débat sur lequel on ne va pas revenir, sauf peut-être pour des histoires
Bon, la répétition est la mère des sciences. Les deux élections que nous avons eues n'ont pas été correctes. Ils le savent. Et ils le savent très bien. Mais nous sommes déjà en route. Nous Oui, sommes déjà en route pour 2016. Vous, avons- maintenant, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Nous voulons que les choses se passent très proprement. Je dis très bien que déjà en amont, il y a eu des critiques par écrit sur l'ordonnance, sur l'impartialité de la non-partialité du candidat qu'on mettait là-bas. On avait formulé ça en 2006, 2011. On a fait la même chose. Ils n'ont jamais accepté. Aujourd'hui, on dit, on veut, comme pour vous endormir, dire oui, vous avez formulé des critiques, nous n'avons pas tenu compte de ces critiques, allez-y quand même, comme des moutons des panurges. On dit non, nous ne sommes pas des moutons des panurges. Le calendrier, nous l'avons lu, nous le décortiquons. Malou Malou, les différentes conditions qu'il pose là-dedans, sur l'argent. J'ai demandé pour telle opération, donnez-moi autant à telle échéance, etc. Ça ne lui est pas donné. On a commencé à nous parler de recensement. Nous en sommes où avec le recensement? Nous sommes en 2014. Ce recensement, il est où? Dans notre famille politique, nous allons passer. Non. La réalité est que, aujourd'hui, la majorité présidentielle présentait un candidat. Ça peut être Joseph Kabila, ça peut être Kambila, contre un citoyen ordinaire ici. Vous serez battu, simplement. Non pas qu'on va voter pour le citoyen, on va simplement voter contre vous parce que personne ne veut plus de vous. C'est ça la réalité. Vous le savez, dans 2011, vous avez triché à cette échelle-là. Pourquoi? Parce que si vous aviez laissé faire les histoires, je crois que vous n'auriez même pas eu moins 1%. C'est connu ça. Quand vous falsifiez les histoires, le d'accord. Conviction personnelle. Que Kinshasa. Alors, professeur Kalele, maintenant que nous sommes dans la marche vers 2016, là, vous n'avez pas éclairé l'opinion. Vous vous abstenez à signer le code de bonne conduite qui est opposable à tous. Alors, vous vous attendez à quoi? Qu'on n'ait pas élection en 2016? Non, le cycle électoral, il est fixé par la Constitution. Ce n'est pas Kalele qui ne veut pas que Joseph Kabila se représente en 2016. Non. C'est la Constitution qui fixe la limite des mandats que le pouvoir de Joseph Kabila, dans ce cas précis, s'arrête en 2016. Et nous y tenons. Est-ce que sa famille politique peut présenter quelqu'un d'autre? Oui, la Constitution leur reconnaît ce droit-là. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est les manigances mises en œuvre pour arriver à prolonger son histoire. Je reviens sur l'histoire. Peut-être c'est nécessaire. Malou Malou n'a jamais été désigné ici comme président ni de la CI, ni de la CENI. Les élections 2016, 2006, tout se passe à Bruxelles, avec Louis Michel et les messieurs de l'Union européenne. C'est là qu'on propose son nom. Et le reste, ça va. Aujourd'hui, vous entendez même les gens de l'Union européenne, il faut accepter le schéma de Malou Malou, sinon nous, on ne marche pas. C'est des histoires, nous ne sommes pas des enfants. Nous savons faire la politique. Les gens intelligents, il y en a de part et d'autre. Mais ici, c'est des manigances
pour fausser les... Qui est déjà faussé au départ, déjà à la désignation. L'Église catholique l'a pas désigné. Lui, c'est auto-désigné. Il est de la société civile. Oui, bon, c'est côté le débat là. Il est connu de tout le monde comment il est venu à la société civile et comment il vient toujours à la société civile, ce monsieur-là. Est-ce que nous n'avons pas les rapports, les déclarations de l'Église catholique sur Malu-Malu? D'accord. Alors, professeur Milala, je crois qu'on va terminer ce sujet avec vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que les uns et les autres arrivent à accepter ce code de bonne conduite? La proposition est simple. Le problème du Congo, c'est la moralité. C'est-à-dire qu'on est incohérent. Pourquoi vous faites la moralité pour les élections? Vous ne les faites pas pour la gouvernance en général. Parce que c'est ça le problème du Congo. Alors, nous voulons à ce moment-là que la moralité publique soit la règle. C'est-à-dire pas de corruption, mais allez voir la Transparency Internationale. C'est le pays, un des pays les plus corrompus du monde. Hein? Regardez les budgets. Comment on exécute les budgets? On fait la réduction, et même quand on fait la réduction, regardez comment on fait des dépassements. Allez voir la Cour des comptes. Chaque année, quand la Cour des comptes donne les résultats, il y a toujours des référés, c'est-à-dire dépassement à la présidence, dépassement pour ceci, aucune moralisation. La proposition est simple. Donc, il ne faut pas faire la même chose et son contraire. Vous le faites pour les élections, alors que le problème du Congo, c'est le problème de bonne conduite. C'est justement ça. Prenez le plan de développement de notre pays. Depuis 2001, on a un plan, les DCRP. Qui fait l'évaluation de ce plan? Et il faut voir des millions engloutis dans des projets non crédibles, non évalués. Mais alors, prenez les interpellations au Parlement. Est-ce qu'on peut interpeller un ministre de la coalition qui gère maintenant là? Vous l'interpellez. En dépit des méfaits qu'ils font, le premier ministre qui est passé, on me dit qu'il a une 50aine de maisons. Où est la code de bonne? Ne fût-ce que pour faire de la transparence. Comment on peut construire en un temps record? Moi, j'en ai vu de ces immeubles. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais appliquer la bonne conduite, le code de bonne conduite sur le bien que les gens acquièrent. Moi, je connais le Premier ministre un tout petit peu avant qu'il se... Dis-moi, Mosito, un tout petit peu. Mais comment, en moins de 10 ans, vous pouvez avoir des immeubles là, comme ça? Où est la bonne conduite? Bref, je me redis, vous me demandez de proposer. C'est très simple. Ce sera une grosse révolution de prendre la bonne conduite et de mettre partout. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre partout? C'est moi pour les élections. Ça, c'est faire la même chose de son contraire. C'est-à-dire être totalement incohérent. Tout ça. Pour les besoins de la cause. D'accord. Alors, on passe au deuxième sujet. C'est le sujet qui concerne le président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, qui devait effectuer des déplacements de Goma pour aller à sa base, saluer ses frères et sœurs de l'Est. Mais il a été empêché par le service pour des raisons. Il y en a un qui parle bien sûr qui n'avait pas réalisé toutes les formalités d'embarquement. Les autres disent non, c'est parce qu'il est de l'opposition. Il y a un flou autour de cette affaire. On va évoquer cette affaire. Je commence avec vous, M. Jean-Pierre Kambila, vous qui êtes de la majorité présidentielle. Avez-vous peur ou voudriez-vous rendre quelqu'un populaire alors que le moment des élections n'est pas encore arrivé? Non, il n'y a aucune peur. À la base, nous devons tous savoir, majorité et opposition, que l'Est de notre pays aujourd'hui est un lieu encore dangereux, même si la guerre s'est terminée. Deuxièmement, que Kamerhe est un leader politique très connu en République démocratique du Congo. Les services de sécurité de ce pays ont la responsabilité de protéger tout le monde, même contre leur propre choix. C'est une obligation d'État. Même contre ma propre volonté, l'État est obligé de me protéger. Êtes-vous sûr qu'aujourd'hui, le voyage d'un président d'un parti politique, aussi connu que Kamerhe, à l'est du pays, peut se faire dans une situation sécurisée? Ça, c'est la question que je me pose. D'abord, avant tout, aujourd'hui, nous avons vu, chacun connaît le rôle qu'a joué
le colonel Mamadou Ndala, que moi je connais comme un héros. Chacun connaît comment son histoire s'est terminée. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore les tenants et les aboutissants de cette affaire-là. Alors, vouloir piéger la République, en allant comme ça faire retourner dans ces zones-là, je crois que c'est un peu tissé de fil blanc. C'est vraiment tissé de fil blanc. Ce n'est pas le moment de chercher des problèmes inutiles. Le président Kamere est un Congolais comme tous les autres. Il pourra voyager dans ce pays, aller où il veut. Mais il faut que les conditions soient réunies. Et puis, il faut que lui-même aussi respecte certaines bases. Certaines bases, c'est-à-dire que vous entrez dans un avion qui a le droit d'aller là-bas, on vous demande vos papiers, vous les montrez, même si vous avez été président de l'Assemblée nationale, vous respectez un certain nombre de choses qui incombent à la responsabilité de l'État. Donc, ce qu'il n'avait pas fait. Voyez-vous? Bien sûr, vous le savez. Donc, s'il prend son risque, il a le droit de le prendre. Mais l'État a le devoir de le protéger comme il protège vous et moi. Et comme vous et moi, il doit respecter aussi toutes les procédures, tout ce qu'il faut faire lorsqu'on veut bouger dans ce pays. Alors, à mon avis, c'est aussi simple. Il y en a qui disent que vous voulez faire de Kamere comme vous savez que vous avez fait avec Némouanda Nsemi, qui ne s'est pas arrivé à Luozi depuis 2008 jusqu'à ce jour. Oui, lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, l'État a l'obligation, je dis bien c'est une obligation, de protéger tout le monde. Si les responsables estiment que la présence de Moana Nsemi à Luozi peut poser tel ou tel problème, l'État a l'obligation de faire qu'il n'y aille pas. C'est constitutionnel, personne ne peut... Avec ce que vous avez fait avec Vital Kamere, vous, je parle de la majorité. Non, pas de la majorité, de l'État. N'êtes-vous pas en mesure... Oui, alors, ce n'est pas une manière pour vous aujourd'hui de le rendre encore plus populaire que ça. Non, vous voyez, ne politisons pas tout. Hein? Quand je dis politiser ici, c'est-à-dire que ne mettons pas tout sur un plan politicien. Déjà, il faut bien séparer les choses. L'État, c'est une chose. La majorité politique, c'en est une autre. Ce n'est pas la MP qui décide là-bas, qui va en réunion, puis qui dit « Ah, il faut sécuriser mieux professeur Kalele et pas professeur Milala ». Ce n'est pas ça. Il y a un État, et les gens qui assument la fonction de l'État, ils ont des obligations à faire. Ils doivent faire leur travail. Ils doivent me protéger même contre moi-même. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Ça, ce sont des décisions d'État. Ça n'a rien à voir avec la majorité présidentielle. Comme je vous l'ai dit, le jour où on sera sûr que le président Kamere peut circuler dans une telle zone sans problème, et que lui-même, en plus de ça, il se conforme aux procédures comme tout le monde, ben, il ira. Alors, professeur Kalele, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que M. Vital Kamere a connu la situation telle que nous la décrivons maintenant là? D'abord, je crois que pour une bonne analyse, on ne peut pas réfléchir de manière isolée sur le dernier incident Kamere. Il y a eu des incidents Kamere depuis 2007. C'est la même personne, pratiquement dans les mêmes circonstances. On nous dit l'Est, c'est bouillant. Oui, mais dans ce pays, après que le M23 ait été défait, dans toutes les provinces, il y a eu des marches de soutien à cette action-là, à laquelle tout le monde pouvait s'associer, Kamere y compris, d'autant plus qu'il est de là. Pourquoi on fait ça? Je rappelle, pour mémoire, les troupes rwandaises entrent officiellement dans ce pays, suivies des troupes ougandaises. Officiellement, nous protestons. Monsieur Kamere est président de l'Assemblée nationale.
ces matières qu'on cogère, il n'est pas informé. Il prend le courage de le dire. Je n'ai pas été informé. Nous avons vécu quoi? La présidence de la République lui arrache le bureau comme président de l'Assemblée. Joseph Kabila va s'installer dans ce bureau-là. C'est dans ce pays. On demande de le relever de ses fonctions. Il dit d'accord, mais qu'on suive la procédure. On voulait le faire de manière cavalière. C'est dans ce pays. L'affaire Mamadou Dalla, malheureusement, ça coïncide toujours avec le même dossier des Rwandais. Hein? Dit, je voudrais, après tout ceci, aller là aussi, consoler, compatir, etc., etc., on le lui empêche. Mais avant, il faut noter très bien, avant que cette affaire éclate, nous avons une rumeur qui court, ça devient un bruit et puis ça se vérifie. Kamere ne peut pas sortir du pays. L'ANER a des instructions. Le ministre de l'Intérieur nie. Dit ce n'est pas vrai cette affaire-là. Il peut sortir. Mais intelligemment, on vous embarque dans une voie et ça, vous démontrez que vous avez menti. Qu'il y avait ce qu'on appelle IS, interdiction de sortir. Et tout ça éclate quand? Parce qu'il y a un concours de circonstances. 2011. Nous sommes en 2014, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là, fort curieusement, que relancer le dossier Wivine Mouleka. Et que nous sommes en justice et tout. Mais c'est tellement fait de cette manière qu'il n'y a personne qui peut être dupe pour dire que c'est un fait isolé. Non. M. Kabila est là. De temps en temps, il est même ami. Quand je dis, M. Kabila, chez vous là-bas, depuis le 12 juillet 2012, vous avez confisqué mon passeport jusqu'aujourd'hui. Même si je tombe malade, je ne peux pas aller ici au beach, pour traverser l'autre rive, pour me faire soigner. Non, 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 vous mentez. Mais dis-moi, j'ai des pièces. Je suis interdit de sortir. Le théâtre qu'on joue avec Kamere, c'est le même qu'on a joué, je crois, en 2007, qui se répète malheureusement de la même manière et ça ne trompe personne. Pourquoi est-ce que moi, on peut me demander, toi tu es du Kasaï occidental, ou même si tu étais de Bandoul, on peut te demander, toi là-bas, d'ici tu vas au Kasaï occidental, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Même ce que tu dois dire à tes parents, il faut leur dire. Alors, M. Kabila a évoqué des raisons ici. Le problème, il est politique. On interdit à un homme politique de faire un mouvement plus grave. Ce n'est pas à l'extérieur du pays, c'est à l'intérieur du pays. Parce que pour voyager à l'intérieur, je n'ai pas besoin de passeport. Mais il a dit tout à l'heure qu'on doit quand même, si on est homme politique, on doit d'abord respecter. Quand il faut voyager, s'il faut faire des formalités, il faut qu'on vienne vous dire, il faut faire des formalités, ou bien on doit, parce qu'on est connu, on doit monter dans l'avion comme ça. Non, ça, écoutez, nous connaissons très bien. Nous avons assumé beaucoup de fonctions dans ce pays, ici et ailleurs. Est-ce que moi, Kalele, aujourd'hui, pour voyager, je vais, moi, payer mon ticket et me présenter à l'aéroport pour les formalités? Mon service de protocole sert à quoi? A fortiori, un type comme Kamere là, on va le trouver devant un guichet d'une agence de voyage, achetant son billet et allant là-bas faire la réservation. Ça se fait où ça? D'accord.
D'accord, ça va, c'est bon. Alors, professeur Milala, vous avez suivi ce débat ici. Alors, quel est votre avis? Non, moi je l'ai rencontré. Moi j'ai rencontré le président Kamere. C'est d'abord depuis 2012 quand nous avons fait des émissions sur la balkanisation. Et après, comme professeur, on a fait un petit groupe. On dit non, il ne suffit pas de dire des choses. Il y a un vrai danger pour notre pays qui peut se diviser. On a pris un groupe de profs pour visiter tous les anciens candidats à président de la République. On a vu Ada Bombole qui nous a reçus à la halle de la Gombe. Et après, nous avons vu le président Kamere. On a vu le président Tshisekedi qui nous a reçus, groupe de profs. Nous étions avec le prof Lemba, l'ancien secrétaire général du gouvernement, moi-même, le prof Kamate. Donc, c'est à cette occasion, après mai 2012, que je l'ai rencontré. Mais notre message à ce moment, c'était il faut un débat national. Avant les concertations, il faut un débat national puisque le pays courait un très grand danger. Mais c'est à ce moment-là qu'il a commencé à me raconter des histoires. Première chose, sa chaîne de télévision. Il dit ma chaîne est fermée, on m'a demandé de payer les taxes, j'ai tout payé. On ne veut pas ouvrir. Il m'a dit ça. Après, et il me dit cette maison, je la loue. On m'a demandé de l'acheter. J'avais refusé. J'ai dit non. Moi, je veux payer. J'ai un contrat. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Etc. Donc, de mon point de vue, et la dernière fois, je dois le dire, la grande question, on disait de lui, il y a une campagne qui était là, mais lui, là, il n'est pas dans l'opposition, il est au pouvoir. Il est au pouvoir, mais pourquoi cet harcèlement? Et je l'ai vu. Je dis, bon, ça va. On dit que moi, j'étais avec eux. Mais pourquoi ils font ce qu'ils font ici, sur moi? Vous voyez? Et moi, je dois être sincère. Moi, je me définis comme un expert. C'est-à-dire, nous pouvons travailler pour les grands acteurs de ce pays. Ça, c'est mon point de vue. Pour qu'on essaie d'avancer ensemble. Parce que le problème du Congo, il est extérieur, il est intérieur, etc. Alors, il va regarder sur YouTube. Il est très organisé sur le plan de la communication. Sur YouTube, nous voyons Malou Aviation. Il a loué l'avion, petit porteur, je crois 50 000 $, avec son équipe. Et ils ont fait 5 heures à l'aéroport. L'avion ne décollait pas. Et finalement, ils sont rentrés. Comment on peut payer, on loue un avion, on affrète un avion, 50 000, si j'ai bien lu, sur YouTube. Et je vois comment ils sont là et comment ils déguerpillent toute la nuit. J'ai vu le déguerpissement la nuit et son interview. Bref, j'aimerais dire, on le rend, et lui-même me l'a dit, il dit, on me rend célèbre pour rien. Je ne comprends pas, on me rend célèbre pour rien. Donc, moi, je vois que, Tshisekedi, il regarde son âge, si nous en tenons à la fin du mandat du président Kabila et qu'il ne se reconduit pas, et si Tshisekedi ne passe pas, ou même s'il passait, probablement qu'il ne fera pas de mandat. C'est Kamere, me semble-t-il, qui est en ligne de mire comme président de la République. Du moins, a priori. Et probablement, c'est à cause de ça qu'on commence à... Il est pris en charge, comme on dit, de maintenant, pour l'affaiblir. Mais je crois que c'est un mauvais calcul. On va les rendre plus populaires. Déjà, on m'a dit qu'à Bukavu, on a dit qu'aucun ministre du gouvernement de Kinshasa n'arrive à Bukavu si Kamere n'arrive pas. Et donc, on a envie de morceler ces pays et on cherche des occasions et des prétextes. Puisqu'avec ça, vous allez fragiliser l'Est. Puisque déjà, quand on dit le ministre de Kinshasa n'arrive pas, mais c'est vous qui portez la responsabilité. Pourquoi, comme le dit le professeur Kalele, comment un homme politique, vous voulez lui dicter la conduite? Dire non, quand il va là-bas, il va soulever les gens. Est-ce que c'était un petit enfant? Où sommes-nous là? Vous dictez la conduite d'un homme politique responsable et avec le poids politique de Kamere, qui est la troisième personnalité en termes de poids politique dans les élections présidentielles, vous lui dictez la conduite. S'il va là-bas, il va enflammer l'Est. Donc vous le prenez comme un enfant ou quoi? Mais qui a dit ça en fait? Bref, donc je me dis qu'on arrête ça. La démocratie, ce sera la denrée qui va développer ce pays. Mais le décisionnisme, comme on le fait là-bas, le contrôle systématique de gens, c'est eux qui perdront parce qu'il y aura un retour de la manivelle. Quand vous faites du mal, à un moment donné, ça bloque, c'est à vous de fuir.
Ce sera comme Merci, professeur Milala. Merci, monsieur Jean-Pierre Kambila. Merci, professeur Kalele, pour toutes ces analyses. Un débat citoyen. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette émission. Au nom de tous mes invités, je rappelle bien professeur Kalele que vous avez vu en image. À côté de lui, il y a professeur Milala, qui est donc philosophe. Et en face d'eux, il y avait M. Jean-Pierre Kambila, qui est de la majorité présidentielle. En leur nom, je vous dis merci et pourquoi pas aussi à tous les techniciens qui étaient derrière les caméras et ceux-là qui étaient à la réalisation. Merci et à lundi prochain.